La corruption comme phénomène structurel constitue également un grave problème en Chine, où le président Xi Jinping a lancé une campagne dès son arrivée au pouvoir en 2012 contre les tigres, ce sont les hauts responsables, et les mouches, les petits fonctionnaires. 我们是人民当家作主的国家。行动！一切权利属于人民，一切权利为了人民。我们要把人民赋予我们的权利，真正用来为人民服务。搜查令，给我进来！你们这干什么？ On entend un extrait de la bande-annonce de la série chinoise Au nom du peuple, produite à la demande du Parti communiste chinois et qui met en scène l'action d'un bureau anticorruption. Bonjour Dominique Joly. Merci de nous rejoindre par téléphone. Vous êtes directeur de l'école de commerce de la Webster Université de Genève et auteur de nombreux ouvrages. J'en citerai un, Chine, colosse au pied d'argile, quand la Chine vacillera, paru chez Maxima. Alors tout comme en Russie, Xi Jinping a fait des exemples ces dernières années dans sa guerre contre la corruption. On se souvient de la chute de Boxilai en 2013. Plus récemment, Sun Zensai, une étoile montante du bureau politique du Parti communiste chinois, a été arrêtée également pour corruption. Cette chasse aux sorcières, Dominique Joly, sert à éliminer des adversaires politiques, mais aussi et surtout à envoyer un message à la population alors que les écarts de revenus ne cessent de se creuser en Chine. Oui, alors c'est vrai, ça c'est une thèse. Il y a une thèse bien sûr qui court, qui dit que ce que Xi Jinping cherche à faire, c'est d'abord d'éliminer des opposants. Bon, c'est pas votre avis ? Je pense que comme toujours en Chine, il y a plein de choses qui vont se manifester simultanément. Si on regarde objectivement les opérations menées depuis fin 2012, on parle en dizaines de milliers de cadres, d'accord. J'ai sous les yeux une statistique, rien que pour 2014, 72 000 cadres, d'accord, dont 68 au rang de ministre et 16 généraux de l'armée. Donc c'est quand même effectif. Je pense pas que tous ces gens aient nécessairement été contre Xi Jinping. Je crois qu'il faut reconnaître que Xi Jinping, depuis son arrivée, a effectivement mené une opération main propre significative. Parce que cette promesse, elle est pas neuve. D'autres présidents chinois l'avaient faite avant lui, et l'action n'a pas été au niveau de celle conduite par Xi Jinping. Vous donnez l'exemple encore très récent d'il y a quelques semaines, mais c'est permanent. Depuis 2012, il y a cette action et qui a, encore une fois, ciblé, comme vous l'avez si bien dit, à la fois du petit poisson et puis du gros poisson. Je voudrais rappeler quand même que le patron de PetroChina, c'est quand même pas rien, enfin l'ex-patron qui avait été ministre de la sécurité de l'État, quelqu'un qui s'était occupé des services secrets, enfin qui avait été membre du comité permanent du bureau politique, a été sorti, ok. Alors moi ce que je veux simplement souligner, c'est qu'on a affaire à une authentique opération contre la corruption. Donc une vraie volonté politique, on l'a compris, et qui est liée selon vous aussi à ce besoin de répondre à une envie, un désir de la population grandissant de plus de propreté au sein de l'État, au sein des administrations. Alors effectivement, bien sûr sur cette thématique, Xi Jinping a totalement le soutien de l'homme de la rue. Alors même si c'est là il y a une ambiguïté supplémentaire, c'est que pour l'homme de la rue, ce qui se passe très très haut dans la hiérarchie du Parti communiste, ce sont des choses que les gens ne voient pas. Ce que les gens voient, ce dont ils souffrent, c'est de la corruption pour inscrire son enfant à l'école, pour avoir accès à un service administratif. Ça, ils le sentent bien. Et je crois qu'ils soutiennent tout à fait l'action de Xi Jinping dans ce domaine. Alors depuis 2012, vous nous le disiez au moment de la préparation de cette émission, les ventes de montres ont baissé et vous disiez que c'était très significatif car ce sont les cadeaux les plus courants comme pot de vin. Donc c'est l'un des signes finalement qui montre qu'au-delà des discours officiels, la lutte contre la corruption a de vrais effets. Alors effectivement, c'est vrai qu'une montre
mécaniques, automatiques. On peut rapidement arriver à des prix assez élevés. On parle bien sûr en dizaines de milliers d'euros. Et c'est vrai que des fonctionnaires peuvent se retrouver à recevoir ce type de cadeau pour faciliter la délivrance d'un sésame administratif dont va avoir besoin un homme d'affaires. Et c'est vrai qu'à partir de 2013, on a vu une baisse des ventes de montres, encore une fois plutôt dans les 50 000 euros, de montres chères, quoi, et qui servaient typiquement comme cadeau. Ça, c'est clair. Dominique Joly, il y a un nouvel organe anticorruption qui a été baptisé Commission nationale de supervision, qui a été créé le mois dernier, et les pouvoirs qui lui seront accordés sont considérables, puisque cet organe peut détenir un suspect pendant 6 mois sans qu'il n'ait d'accès à un avocat, et désormais tous les fonctionnaires, et plus seulement les membres du Parti communiste, pourront être soumis à ces enquêtes. Donc on voit qu'il y a encore une nouvelle accélération de cette lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce nouvel organe qui a l'air d'aller quand même assez loin? Moi, je trouve ça. Alors, encore une fois, on se retrouve. Vous savez, les Chinois, nous, on est éduqués depuis notre plus jeune âge à faire des arbitrages entre A et B. On ne peut pas imaginer qu'il y ait A et B ensemble. Les Chinois, en revanche, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que s'ils voient A, ils voient aussi que derrière il y a B. Donc là, dans votre question, il y a une orientation. Il y a l'idée qu'effectivement, cette nouvelle structure a des pouvoirs importants. Alors ça, c'est une chose que nous, on va contester, c'est une chose qui va nous gêner en tant qu'Européens, mais en même temps, c'est vrai que ce type d'outil va permettre d'aller encore plus loin. Vous savez, le problème de corruption, c'est pas juste un problème éthique, c'est d'abord un problème éthique. Nous, la légitimation qu'on donne à la lutte contre la corruption, c'est parce que ça nous gêne mentalement, mais plus prosaïquement, vous savez, la corruption, c'est aussi un problème au plan économique. Donc les Chinois ont été depuis 40 ans d'abord mobilisés par le développement économique. Donc je pense qu'ils continuent à partir dans ce sens-là. Alors Dominique Joly, l'Assemblée populaire et la conférence consultative, qui constitue une sorte de parlement fantoche, sont devenus des points de rencontre privilégiés du monde économique avec l'État. Et l'idée pour les milliardaires, c'est de se rendre sur place pour affiner leur guanxi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie ce terme que l'on peut traduire par réseau et en quoi il est déterminant à tous les niveaux de la société? Bon, où qu'on fasse des affaires à travers le monde, on a besoin d'un réseau de relations. On opère avec des fournisseurs, des clients, on opère avec l'État. Donc, qu'on soit en France, en Suisse, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, on a besoin d'un réseau de relations. Ce réseau de relations prend une place très significative en Chine, tout simplement parce que il faut remettre les choses en perspective historique. Ça fait 40 ans que la Chine a commencé à s'ouvrir sur le monde. Il faut se rappeler qu'il y a 40 ans, évidemment, tout l'appareil productif était sous le contrôle de l'État. Donc il a fallu progressivement privatiser un certain nombre de pans de l'activité. Alors, il faut penser. Je vais rester au niveau du district. Le district, c'est la forme organisationnelle la plus élémentaire en Chine. Donc, dans le district, un district est propriétaire d'une usine. Et cette usine, il veut pas la garder, je sais pas ce que vous voulez, une verrerie. Et les dirigeants du district souhaitent la privatiser. Donc tout naturellement, c'est vrai que ces dirigeants politiques du district vont sans doute penser à des incohérences, des gens qui sont proches d'eux. Et c'est ça le guanxi. Mais le problème, c'est qu'entre le guanxi et la corruption, la démarcation est pas toujours très très claire. Alors, bon point. Le problème, c'est une question de dosage, d'accord ? Il y a du bon guanxi et puis il y a du mauvais guanxi. Alors, qu'est-ce que c'est le bon guanxi ? Alors, le bon guanxi, c'est la facilitation des affaires. Le fait que si vous confiez cette verrerie à quelqu'un que vous connaissez, dont vous savez la réputation, la capacité à développer la verrerie, qui au final, donc, servira pour le district, parce que on continuera à faire plus d'embauches, on va passer des contrats avec X
Ikea. Enfin bon, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais vous avez raison. L'autre versant. Et oui, on retrouve encore cette dialectique du yang et du yin. Hein. Il y a le yang, c'est le côté ensoleillé. Donc le guanxi, c'est nécessaire parce que ça permet d'accéder à des gens qu'on connaît, dans lesquels on a confiance. Et puis de l'autre côté, il y a le côté obscur, hein, le yin, d'accord. Et ça, c'est le risque effectivement de corruption. Et dans ce sens-là, Xi Jinping, encore une fois, part dans la bonne direction, hein, même si lui-même a été contesté. Hein. Je suis pas naïf. Hein, je suis pas naïf. Moi, je suis très enthousiaste sur tout ce qui a pu se passer depuis 40 ans en Chine. Mais comme vous l'avez dit, j'ai aussi rédigé un bouquin, Chine, colosse au pied d'argile, où j'ai fait 15 chapitres sur 15 bonnes raisons pour lesquelles la Chine pourrait peut-être pas s'effondrer, mais en tout cas avoir des difficultés significatives. Donc je suis pas naïf. Hein. On sait aussi que Xi Jinping a été ciblé pour un enrichissement de sa famille. Hein. Il y a eu un papier, si je me rappelle bien, c'est Bloomberg qui avait fait ça. On parle d'une centaine de millions d'euros pour la famille, hein, pas pour lui, hein, pour sa famille. Donc, mais vous voyez, mais ça n'enlève pas l'idée que ça aille quand même dans le bon sens. On l'entend bien. C'est mon sentiment, voilà. C'est-à-dire que c'est toute la complexité du modèle chinois. Il y a des choses qui effectivement nous gênent, mais très franchement, je pense que depuis 40 ans, il y a beaucoup de choses qui ont plutôt évolué dans le bon sens. Il y a encore très largement de la place pour améliorer des tonnes de choses, à commencer par la liberté des personnes. Mais vous savez, même cette liberté, elle a considérablement évolué depuis 40 ans. Merci beaucoup, Dominique Joly, directeur de l'école de commerce, donc de la Webster Université de Genève, et donc auteur de ce livre Chine, colosse au pied d'argile, quand la Chine vacillera, paru chez Maxima. Christophe Jaffrelot, une réaction? Oui, la Chine nous montre peut-être une trajectoire vers l'état de droit que nous ne